Les hémoglobinopathies structurelles se caractérisent par la synthèse d'une chaîne de globines anormale. Environ un millier de variants d'hémoglobine sont décrits. Dans plus de 95%, une seule substitution d'acide aminé se produit et selon la nature et l'emplacement de l'acide aminé, il se produira soit des changements de stabilité ou de la solubilité, soit de la fonction de la molécule d'acide aminé d'hémoglobine. Les hémoglobinopathies structurelles courantes sont celles dont la prévalence est supérieure à 1% dans certaines zones géographiques et sont, par exemple, l'hémoglobine S, l'hémoglobine C, D, E ou l'O arabe. Une autre caractéristique est que les porteurs sont cliniquement silencieux et il est très important de les identifier afin de leur donner un conseil génétique adéquat et ainsi éviter l'apparition d'homozygotes ou de doubles hétérozygotes. Elles constituent les altérations monogéniques les plus fréquentes au monde, de sorte que près de 5% de la population mondiale est porteuse d'une altération d'hémoglobine. Son incidence est très variable d'une région du monde à l'autre, alors que dans certaines zones géographiques, il n'y a pratiquement pas de cas. Dans d'autres, comme l'Afrique sous-saharienne, un pourcentage important de la population est touché. L'hémoglobine S est produite par la substitution d'un résidu de valine au lieu d'un résidu d'acide glutamique, en position 6 de la chaîne bêta-globine. À la suite de cette mutation, lorsque l'hémoglobine est désoxygénée, elle subira un processus de polymérisation spontanée formant un gel cristallin. Chaque polymère est composé de 14 vaisseaux longitudinaux de désoxyglobulines qui forment une structure cylindrique rigide et insoluble qui rend les cytosquelettes des globules rouges en adoptant la forme caractéristique des fossiles. Du fait de cette rigidité et de cette indéformabilité, les cellules falciformes ont une grande tendance à se coller à l'endothérium vasculaire, favorisant la création de microthrombus et d'occlusions vasculaires périphériques, qui sont à la base physiopathologique et organique de ces patients. La drépanocytose s'y présente avec une anémie hémolytique chronique et une grande variété d'événements vaso-occlusifs et leurs conséquences. Parmi celles qui se démarquent, les crises de douleur et tout cela accompagné d'une plus grande prédisposition aux infections avec une morbidité et une mortalité précoce importantes. Les douleurs vaso-occlusives et ces sous-types sont la marque de fabrique de la drépanocytose. Elle peut débuter après 6 mois de vie et est la cause la plus fréquente des visites aux urgences. Ces infarctus peuvent toucher n'importe quel os, mais sont plus fréquents au niveau de la colonne vertébrale, du bassin et des longs os. La plus fréquente est la douleur aiguë d'apparition brutale avec une évolution de quelques heures ou quelques jours. Il peut s'agir de douleurs aiguës comme la crise vaso-occlusive, le priapisme, le syndrome thoracique aigu, les douleurs abdominales, la dactylité, etc. Mais aussi les douleurs chroniques dues aux ulcères des jambes, dues à la nécrose vasculaire, à l'ostéomérite chronique, aux migraines, etc. Comme si ce n'était pas assez de malchance pour ces patients de vivre avec la menace de la douleur, leur problème ne s'arrête pas là. En fait, la douleur n'est que la pointe de l'iceberg. Les épisodes vaso-occlusifs, l'inflammation et les lésions endothéliales se produiront silencieusement et tout au long de sa vie. Cette atteinte chronique est responsable des complications chroniques de la maladie comme la rétinopathie, l'hypertension pulmonaire, l'insuffisance cardiaque, les atteintes rénales, l'hypofonctionnement de la rate, les troubles de l'érection, la nécrose vasculaire, entre autres. Beaucoup de ces complications chroniques deviennent plus fréquentes à mesure que les patients sont plus âgés. Comme nous pouvons l'observer dans cette étude réalisée chez plus de 100 000 patients, une plus grande atteinte rénale, plus cholélithiase et plus de nécrose cardiovasculaire est montrée chez les patients les plus âgés.
La prise en charge de ces patients comporte plusieurs points clés que, sans approfondir chez eux ou du moins chez certains d'entre eux, je voudrais souligner les plus importants tout d'abord, que c'est identifier les nouveau-nés avec ces problèmes dès ce qui est possible avant qu'ils ne puissent avoir des complications. Ce qui est essentiel est aussi l'éducation des patients et des membres de la famille à propos de qu'est-ce que c'est la maladie et quels signes ou symptômes devraient les inciter à aller chez le médecin. Aussi, dès ce qui est possible, il faudrait prévenir les infections par des vaccins pénicilline, prophylactiques, prophylaxie du paludisme, traiter infections précocement, en particulier les infections bactériennes et le paludisme, bien sûr, avoir un contrôle adéquat de la douleur et être bien hydraté pour prévenir les crises. Les situations d'anémie qui menacent la vie du patient et font un suivi chronique des complications possibles telles que AVC, insuffisance rénale, hypertension pulmonaire, etc. En surveillance étroite pendant la grossesse, et bien, des études observationnelles ont été menées dans des pays subsahariens comme le Bénin et le Nigeria qui ont montré que ces mesures aussi simples peuvent avoir un grand impact sur la réduction de la morbidité et de la mortalité associée. Mais avec cette maladie, les autorités locales de ces pays, ou du moins beaucoup d'entre eux, ne mettent toujours pas en œuvre ce type de programme si nécessaire. Dans ces projets, nous avons sélectionné quelques points comme cibles pour notre intervention et je vais approfondir certains d'entre eux.